Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat, de reportage et d'analyse sur Public Sénat. Bonsoir et merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre tous les jours, du lundi au jeudi à 18h et 22h. Voici le sommaire de ce 26 janvier. Le chômage continue de baisser en France. 114 000 personnes ont retrouvé un emploi stable au 4e trimestre 2022. Cela fait plus de 2 ans que la tendance se confirme. Comment expliquer ces chiffres alors que la crise frappe de plein fouet les entreprises? Le plein emploi est-il un objectif atteignable d'ici à la fin du quinquennat? L'année 2023 peut-elle être celle de la récession en France? Réponse de nos experts dans 1 minute. Et puis cette question pour notre second débat de société. Jusqu'où les robots et l'intelligence artificielle vont-ils nous remplacer? C'est une technologie horizontale de la médecine au divertissement, de l'agriculture à l'industrie, la logistique, les analyses prédictives, les langues. Cela permet d'innover dans la technologie pour sauver des vies et rendre la vie meilleure. L'intelligence artificielle va-t-elle améliorer nos vies ou rendre obsolètes des valeurs comme le travail et le savoir? L'apparition de ChatGPT, ce robot conversationnel capable d'écrire des dissertations, des recettes de cuisine ou le mode d'emploi pour fabriquer des armes, a relancé les interrogations sur l'IA. Il faut apprendre à vivre avec, vous verrez. Mais d'abord, donc, cette bonne nouvelle sur le front de l'emploi. On détaille les chiffres du 4e trimestre 2022 avec Flora Sauvage. La baisse du nombre de chômeurs semble se poursuivre. Selon les chiffres de Pôle emploi diffusés hier, le nombre de chômeurs sans aucune activité a connu une nette diminution au 4e trimestre 2022, pour s'établir à un taux de chômage de 7,3% de la population active. Une bonne nouvelle pour le gouvernement qui a comme objectif d'atteindre le plein emploi d'ici à 2027, avec un taux de chômage à environ 5%. Mais l'opposition sénatoriale reste sceptique. On a à la fois un contexte économique national et international qui est favorable, quand même un certain nombre de difficultés, et il faut être quand même conscient que le poids de la dette, que l'évolution des taux d'intérêt, enfin, on a quand même des indicateurs qui sont inquiétants. Malgré une conjoncture incertaine, les effectifs des demandeurs d'emploi de catégorie A continuent de baisser, ce qui n'est pas le cas des chômeurs de catégorie B et C qui ont une activité réduite. Un effet de vase communicant que détaille cette sénatrice socialiste. On constate que le nombre de chômeurs catégorie A, c'est-à-dire ceux qui ne travaillent pas du tout, baisse, mais que les autres statistiques qui concernent les gens qui travaillent un peu augmentent. Ça veut dire que plus de gens reviennent dans l'emploi, mais peut-être de manière un peu précaire. Voilà. Un bémol qui n'empêche pas le gouvernement de mettre en avant des signes positifs sur le marché du travail, comme la réduction du nombre de chômeurs de moins de 25 ans et de plus de 50 ans, alors même que l'emploi des seniors est l'un des enjeux de la réforme des retraites. Je vous présente tout de suite les invités de notre premier débat. Olivier Babot, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes professeur à l'Université de Bordeaux, auteur de ce livre « La tyrannie du divertissement » qui est à paraître la semaine prochaine, 2 février, aux éditions Buchet-Chastel. Stéphane Carcillo, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, responsable de la division emploi et revenus de l'OCDE, professeur associé à Sciences Po. Pablo Pio-Vivien, bonsoir Pablo. Bonsoir. Merci d'être là et bienvenue, rédacteur en chef de la revue Regard. Émilie Zapalski, bonsoir Émilie, spécialiste en communication politique et éditorialiste pour Sens Public. Pendant cette émission, merci à vous aussi et bienvenue. Je rappelle ces chiffres du chômage catégorie A, une baisse de 3,6% au 4e trimestre 2022. Ça représente 114 000 demandeurs d'emploi en moins, au plus bas depuis 2011 et plus de 2 ans de baisse constante du chômage. Tiens, je commence avec vous Stéphane Carcillo. Est-ce que c'est un succès pour le gouvernement? Est-ce qu'il faut reconnaître ça? Ou est-ce que c'est plus compliqué? Ouais, c'est un peu plus compliqué parce que cette baisse du chômage elle est un peu multifactorielle. Il y a clairement une tendance, je dirais, qui est commune à d'autres pays européens de baisse tendancielle du chômage et d'augmentation de l'emploi. En sortie de crise du Covid. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet de conjoncture qu'on partage avec nos voisins. Beaucoup d'entreprises ont été très protégées en Europe des effets de la crise du Covid. ont su beaucoup de subsides et en même temps ont gelé tous les projets de recrutement et puis tout le monde finalement a réouvert au même moment avec créant de fortes tensions sur le marché de l'emploi et finalement reprenant la baisse tendancielle qu'on avait connue du chômage avant la crise du Covid. Donc le marché du travail a été mis en pause. D'un seul coup, tout le monde se réveille avec des projets qui se
remettent en marche au même moment, et entreprises et salariés d'ailleurs. Ouais. Et donc, ça crée un grand mouvement de réallocation d'emplois et de baisse du chômage parce qu'on a une forte avidité des entreprises pour faire cela. Il y a aussi des réformes structurelles qui, ces dernières années, ont favorisé la baisse du chômage en France. Le taux de chômage en France était, il y a eu 15-20 ans plutôt autour de 9-10% d'un point de vue structurel. Maintenant, on considère qu'il est plutôt entre 7 et 8%, probablement d'ailleurs plus proche de 7, puisqu'on voit pas de tension sur les salaires très fortes, mais alors qu'on approche des 7%. Et on verra si on peut atteindre le plein emploi, parce que c'est l'objectif affiché. Et le plein emploi, c'est quoi, 4-5%? Alors, si le plein emploi, on le définit en taux de chômage, c'est autour de 4-5%. Si le taux d'emploi, c'est mettre tout le monde en emploi, il faut être encore plus ambitieux, parce qu'il y aura des efforts plus forts. Mais le gouvernement a fait des réformes qui ont permis de faire baisser ce taux de chômage structurel. Il y avait un problème de coût du travail au niveau des bas salaires. Là, tous les gouvernements successifs depuis 2000 ont fait des réformes qui ont abaissé de manière très cohérente ce coût du travail. Il y a eu une sécurisation des embauches en CDI pour les employeurs, et ça on l'a vu dans les recrutements en CDI aussi. Ça c'était l'effet des ordonnances. Il y a eu les réformes de l'assurance chômage qui ont essayé de limiter la permittence. Voilà, donc, il y a quand même des éléments parce qu'on va détailler certains de ces éléments, notamment l'assurance chômage. Il y aura vraiment un chapitre consacré à ça dans l'émission. Olivier Babot, est-ce qu'ils sont surprenants d'une certaine façon, ces chiffres? Ils sont un petit peu aussi, ils sont aussi surprenants peut-être que la relative bonne santé des marchés financiers en ce moment, compte tenu des perspectives de 2023, qui n'ont a priori rien de très très encourageant. C'est une croissance dont tout le monde s'accorde qu'elle va ralentir au niveau mondial et qu'elle va être très faible en France. Peut-être entre 0 et 1%. Une croissance forte, une croissance faible, évidemment, c'est moins d'activité, n'est-ce pas? On a aussi des chiffres d'inflation dont on n'est pas tout à fait sûr qu'on soit au pic, on peut l'espérer, mais on n'est pas certain. Il y a l'instabilité géopolitique pour lesquelles il n'y a pas le début d'une solution, malheureusement, dans le conflit ukrainien, et on ne sait absolument pas où ça mène. Il y a de l'argent dont on sait qu'il va continuer à devenir beaucoup plus cher, c'est-à-dire que la politique des banques centrales va continuer à augmenter les taux, resserrer le crédit, ça fait moins d'argent, donc théoriquement moins de facilité à se financer. Tout ça devrait rendre les patrons frileux, théoriquement, devrait rendre les choses plus frileuses. Mais en effet, il y a d'autres effets qui ont joué. C'est-à-dire que pendant le Covid, on a quand même déversé 250 milliards d'aides. Aujourd'hui, avec l'inflation, on avait reversé 48 milliards en 2022. On prévoit d'en reverser à peu près 58, si je ne me trompe pas, en 2023. Donc, ça maintient des entreprises à flot. Alors, ça peut maintenir. Alors, la question, c'est est-ce qu'on a des entreprises et donc des emplois zombies? On a vu en tout cas une baisse du nombre de fermetures d'entreprises, de faillites. Est-ce que ça veut dire que le jour où on coupera le robinet, ce qui n'a pas été le cas encore, on n'a pas coupé le robinet des aides du tout, le jour où on le coupera, est-ce qu'on aura en face de nous une sorte de rebond extrêmement fort? C'est pas impossible, on peut le craindre. En tout cas, ce qui est vrai, c'est quand on interroge les entreprises, quand on en rencontre, aujourd'hui, on est beaucoup plus face à une guerre des talents, face à une pénurie d'emplois d'autant plus qu'ils sont qualifiés d'ailleurs, et ce qui d'ailleurs aurait pour conséquence théoriquement, économiquement, d'augmenter, de faire une pression à la hausse sur les salaires. Pablo Pio-Vivien, quand on voit ces chiffres, on devrait tout simplement se réjouir, sans se poser de questions. Ça fait 2 ans que ça baisse. Sauf que, il y a toujours un mais. Oui, il y a toujours un mais. D'abord parce que moi, et je ne suis pas le seul, j'ai toujours considéré que cet indicateur en fait des chômeurs catégorie A qui baissent ou qui montent était absolument terrible et ne disait pas grand-chose finalement de la réalité de la vie des gens, de la réalité de leur rapport au travail. Je rappelle que aujourd'hui, là quand on regarde, d'ailleurs c'est dans l'étude aussi qui est sortie, sur le dernier trimestre de 2022, vous avez 10% une augmentation de 10% des radiations administratives des chômeurs. Donc c'est une façon aussi de faire baisser en partie et d'obtenir le chiffre dont on parle aujourd'hui. Et puis il y a les catégories B et C, pardon de vous interrompre, on voit que ça augmente. Donc là, c'est des gens qui ont travaillé quelques heures ou quelques dizaines d'heures dans le mois, pas beaucoup. Plus 5, je donne le chiffre et je vous laisse la parole. Plus 5,2% catégorie B, plus 2,3% catégorie C. Exactement. Du coup, si on prend les catégories A, B et C, ça fait seulement une baisse de moins de 1%. D'accord. Ça, c'est la première chose. Et surtout, ça ne dit rien en fait de la qualité des emplois que les gens ont finalement trouvé. Parce que évidemment, si vous affamez les gens, si les gens n'ont plus rien pour vivre, n'ont plus rien pour pouvoir se nourrir ou se loger, ils vont prendre n'importe quel type de boulot. Et vous avez des gens, par exemple, qui sont des bac+3 ou des bac+5 et qui vont
pour des raisons qui sont propres à leur survie en fait, vont accepter des boulots qui vont pas être cet argument, Pablo, mais il est contradictoire avec ce que vient de nous dire Olivier Babot sur un marché de l'emploi qui est en train de se retourner. Plus le niveau d'études est élevé, plus on est en capacité, enfin c'est ce que j'ai compris, en capacité de finalement négocier un emploi qui nous convient. Attendez, allez voir sur le marché de l'emploi. Moi j'aimerais bien, honnêtement j'ai cherché, avant de venir dans cette émission, j'ai cherché en fait des données sur l'acceptation en fait par les futurs employés, par les salariés d'un boulot. Je ne les ai pas trouvés. Ils n'existent pas. Il y a des vieilles données en fait qui datent de 2010 et qui montrent, mais du coup le marché de l'emploi à l'époque n'était pas du tout le même, et qui montrent que en fait les gens acceptent à peu près tout et n'importe quoi pour pouvoir se loger. Ça a effectivement changé. Ce qui est un énorme problème, et ce qui est renforcé aujourd'hui par parce qu'on parle du marché de l'emploi, mais on peut aussi parler du problème de comment on récupère les aides sociales. On parlera tout à l'heure de la réforme de l'assurance chômage, en fait, qui paupérise toute une partie de la population de gens qui n'arrivent pas à retrouver un emploi. On peut parler aussi du chômage des seniors, des plus de 50 ans, qui, effectivement, le taux d'emploi chez eux, ça augmente. Parce que ça, pour le coup, je trouve que c'est un indicateur plus intéressant, le taux d'emploi. Aujourd'hui, en France, on est en dessous de 70% de taux d'emploi. J'ai regardé en 2019, on était à 67% de taux d'emploi. Peut-être que ça a évolué depuis. Vous prenez, par exemple, l'Allemagne, ils ont un taux d'emploi qui est plus... Pour les 15-65 ans, pour les 15-65 ans, l'Allemagne, on est à 10 points de plus. Moi, je pense qu'il y a quand même un rapport de force qui est en train de changer, parce qu'on voit des jeunes, en effet, qui acceptent des postes un peu n'importe quoi, qui acceptent aussi pas n'importe quelles conditions, et surtout qui changent, c'est-à-dire qui n'hésitent pas à accepter une offre et à bouger par la suite parce que ils ont des conditions meilleures. Par ailleurs, on sent que ça bouge énormément. Mais là où moi je mettrais un bémol par rapport à la crise Covid et ce qui a été fait, c'est qu'il y a beaucoup de défaillances d'entreprises qui reprennent. Alors on n'est pas au rythme d'avant la crise Covid, de faillite d'entreprises. Il y a un effet retard sur les défaillances. Il y a 50% d'augmentation en 2022. C'est des signaux quand même qui montrent qu'en effet, on va être au poste quoi qu'il en coûte et que ça peut être dommageable. Et il y a des secteurs particulièrement impactés qui sont le commerce, la restauration. Et souvent, c'est des artisans. Et on le voit là, les boulangers avec les factures énergétiques. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une différence entre les grandes entreprises qui, globalement, vont suivre ces rythmes d'embauche et de taux de chômage assez réduits. Mais à l'inverse, les artisans et les petites PME, là, pour le coup, je crois que le paysage n'est pas du tout le même. Le panorama n'est pas du tout le même. Il y a une vraie question, vous avez commencé à l'aborder, c'est la question de la qualité de ces emplois. Bon, très bien. Alors moi, je vais vous donner un chiffre qui contredit plutôt ce que vous nous disiez, Pablo Pio-Vivien. C'est le ministre du Travail qui le donne. Proportion record de CDI, nous dit Olivier Dussopt, 52% des embauches en CDI. Donc là, moi j'en déduis que la précarisation de l'emploi est plutôt en train de se réduire en France. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Bon, je pense qu'il est un peu trop tôt pour vraiment dire que la précarisation de l'emploi se réduit. L'objectif des réformes cette dernière décennie, en tous les cas, a été de réduire ce dualisme du marché du travail entre d'un côté des emplois très précaires, très courts, des CDD très courts, et de l'autre côté des emplois très protégés. On voit une tendance sur le CDI, c'est vrai, mais une progression des CDI. Une progression des CDI, on la voit depuis quelques années, depuis 3-4 ans, et c'est plutôt très encourageant. Mais on revient de loin quelque part, parce que c'est vrai que la part des jeunes qui sont en CDD a quasiment doublé en 20-30 ans. Donc on a quand même énormément de marge de manœuvre pour revenir un peu dans les clous. Cela étant, c'est vrai qu'on voit une amélioration, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est ce qu'on voit dans les données aujourd'hui, c'est qu'il y a de telles tensions sur le marché du travail que le rapport de force, pour une grande majorité, peut-être pas pour tous, mais pour une grande majorité de personnes, et notamment de jeunes qui ont un peu de diplôme. Ceux qui n'ont pas de diplôme ne sont pas dans ce rapport de force. Mais les autres changent parce qu'en fait, les tensions sont très très fortes. Et ces tensions sont très très fortes à cause de ces phénomènes de conjoncture et de rattrapage des entreprises qui cherchent à tout prix à lancer leurs projets qu'elles ont mis en suspens pendant 2 ans. Et aussi parce qu'elles adoptent de nouvelles technologies et qu'elles ont besoin de nouvelles compétences. Donc un rapport de force qui est en train de changer clairement en ce moment. Oui, recruter et fidéliser les salariés, les collaborateurs, c'est vraiment un enjeu majeur dans les entreprises aujourd'hui, Olivier Babot. J'interviens souvent, moi, en entreprise pour faire des conférences. Aujourd'hui, il y a une seule chose qui obsède les entreprises. Alors, c'est vrai, plutôt des grandes entreprises. Évidemment, c'est pas des TPE ou des PME qui ont des moyens, et puis qui doivent fonctionner, ils doivent embaucher beaucoup de gens. C'est la marque employeur. Leur problème, c'est la marque employeur. C'est-à-dire l'image de leur entreprise. Vis-à-vis des jeunes. En fait, leur vraie question, c'est comment on attire des jeunes, puis comment on les garde, parce qu'ils voient arriver des jeunes qui restent quelques jours, quelques semaines, et puis qui s'en vont. Et c'est vrai que c'est une attitude
nous, du monde d'avant, on est tous très jeunes ici, mais enfin du monde d'avant, c'était un truc qui n'était pas imaginable. Je veux dire, moi j'ai grandi dans un monde où il y avait 3 millions de chômeurs, il y avait plus de 10% de la population active, donc si vous aviez un emploi, c'était le Graal, c'était formidable, il fallait garder. Surtout un CDI. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une sorte on est beaucoup décomplexé, et donc en effet, le rapport de force, d'une certaine façon, est changé. Mais attention. C'est un dualisme aussi, parce que si vous êtes formé, évidemment, alors si vous êtes spécialiste en LLM, parler de ChatGPT, et l'LLM c'est les Large Language Models, vous savez. C'est pardon les modèles qui permettent d'entraîner en fait ChatGPT. En fait, si vous êtes spécialiste de ça, l'intelligence artificielle, vous commencez à 25 ans, vous avez 1 million, ça faut le savoir. Donc vous êtes spécialiste de ça, c'est formidable. 1 million en pour salaire, vous. c'est ça? En salaire. En salaire annuel. 1 million en salaire, c'est des propositions. J'aurais dû faire d'autres études. Quand on écoute, pourquoi je suis devenu journaliste? Pourquoi je suis devenu journaliste? Oui, mais l'argent n'est pas tout, on peut même le dire. Mais en tout cas, si vous avez effectivement la compétence qui est hyper rare aujourd'hui, franchement, les grandes entreprises, elles s'arrachent. C'est-à-dire dans l'assurance, dans la banque. Aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Mais à côté de ça, à l'autre bout de la chaîne, il y a le nouveau lumpenprolétariat qui nous livre quand on a la flemme d'aller faire nos courses. Avec un paradoxe, parce que ça, la réalité. Hôtellerie, café, restauration, on manque de gens. Sauf que le modèle économique à valeur ajoutée relativement faible fait que c'est très difficile de proposer l'augmentation de salaire qui permettrait de rendre moins rares les demandes, enfin les gens qui veulent travailler. Ce vrai dualisme, donc malheureusement, d'accord. Le vrai dualisme aujourd'hui, dans le monde du travail aujourd'hui, et ça va s'accentuer à mon avis, c'est cette différence croissante entre des emplois très qualifiés, très très fortement rémunérés pour certains, et une masse d'emplois dont la demande est très forte, parce que beaucoup de gens ont les moyens de se payer ces services, et dont les conditions de travail sont souvent pas bonnes, et en tous les cas, on a du mal à les améliorer. Et je crois que le vrai dualisme du marché du travail, ce qu'on appelle la polarisation du marché du travail, on l'observe dans quasiment tous les pays de l'OCDE, et on l'observe aussi en France. Ces deux pointes-là, c'est-à-dire beaucoup d'emplois très qualifiés, on n'arrive même pas à fournir, tellement il y a de demandes sur les ingénieurs, et beaucoup de demandes aussi sur les emplois peu qualifiés, avec des conditions de travail qui, pour le coup, sont on va redonner la parole à Pablo, pardon Émilie, mais avec un défi évidemment pour ces secteurs-là. On parlait il y a, je crois que c'était il y a 2 jours sur ce plateau des Jeux Olympiques Paris 2024 et les enjeux en matière de sécurité, le nombre de personnel pour les entreprises privées, c'est en dizaines de milliers que ça se compte. Bon, ces métiers-là, il y a beaucoup de gens qui n'en veulent plus, qui le pratiquaient et qui tout simplement n'en veulent plus dans les conditions actuelles. Pablo, puis moi ce qui m'intéresse aussi, je voudrais qu'on fasse un focus un peu sur l'emploi des jeunes, parce que vous l'avez évoqué. Est-ce que, si on essaye de faire la part des choses entre les grandes tendances et puis ce qu'on peut mettre au crédit du gouvernement, est-ce que, par exemple, les réformes de l'apprentissage, vous nous dites, là, quand même, ça ne fonctionnait pas bien, il y a eu une réforme, ça va mieux? Oui, non, mais c'est vrai. Honnêtement, l'apprentissage... par rapport à, encore une fois, il y a un côté rattrapage. Enfin, je veux dire, l'apprentissage dans les années 90, c'était déjà un sujet en fait sur lequel on se disait il va falloir faire quelque chose parce que dans la situation actuelle, c'est absolument catastrophique. Donc en fait, au fur et à mesure des différents septennats puis quinquennats, on est arrivé à quelque chose qui, pour moi, est loin aujourd'hui d'être tout à fait correct. Mais enfin, effectivement, il y a des avancées. Ouais. Du côté des jeunes, effectivement, moi je comprends en fait ce dont vous parlez, mais le problème, comme ça a été dit par Olivier Babot, c'est en fait quel métier, de quel métier on parle. On sort du Covid. Quel sens on donne à son emploi. On sort du Covid quand même où ont été mis en avant les métiers de ce qu'on a appelé la première ligne, les métiers qui étaient vraiment ultra nécessaires à la survie économique de notre pays et à la survie tout court des Français et des Françaises. Ces métiers-là, je suis désolé de le dire, mais on n'y arrive toujours pas. Le compte n'est toujours pas bon, ni du côté des personnels soignants, on a toujours besoin d'infirmiers. On nous dit oui, on va en embaucher 3000. Alors c'est le bout du monde d'en embaucher 3000, alors qu'a priori les demandes c'est plutôt entre 30 et 50 000 infirmiers et infirmières dont on aurait besoin aujourd'hui. C'est la même chose pour les médecins, c'est la même chose pour les caissiers, les caissières. Enfin, je veux dire, en fait, tous ces métiers-là, donc c'est super en fait qu'il y ait plein de gens pour faire des chats GPT ou je sais pas quoi. Non mais c'est notre second débat, donc vous inquiétez pas, on aura vraiment le temps d'en parler. En fait, ces métiers, parce que vous dites métiers ultra spécialisés, mais il faut voir ultra spécialisés dans quoi. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je vais très souvent sur Pôle Emploi, et en fait, il y a beaucoup d'emplois où on dit bon bah voilà, vous serez community manager. Et c'est quoi votre formation? On va avoir une formation de community manager. Alors c'est important d'être community manager. Je ne dis pas le contraire, et c'est un métier qui est aussi noble qu'un autre.
Mais enfin, je suis désolé, mais si tout le monde commence à faire des diplômes de community manager, parce qu'il y a des sites absolument partout dans tous les sens, il y a un problème en fait dans la direction en fait qui est en train de prendre notre pays. Alors, on a aussi besoin de nos industries, on a aussi besoin de pouvoir manger, on a aussi besoin de métiers, on a aussi besoin d'enseignants. Une exception sur l'industrie, parce que l'industrie a du mal à recruter et pourtant ils sont en pénurie de main d'œuvre. Il y a beaucoup d'emplois qui sont disponibles. Et là, pour le coup, c'est des emplois qui peuvent être peu qualifiés au départ et qui progressent au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on peut avoir des fonctions de plus en plus importantes. Et là, on a du mal, c'est en termes d'image, je pense que c'est l'attractivité qui est complètement déficiente. Le gouvernement essaie d'attirer des femmes, d'attirer des hommes sur ces métiers-là, mais on a beaucoup de mal. Et c'est pourtant un ascenseur social qui est très efficace dans l'industrie. Et en plus, c'est une période pile poil comme il faut, puisqu'on veut réindustrialiser la France, relocaliser des activités industrielles après la crise Covid. Ce qui est intéressant, c'est qu'on vit quand même une double transformation, la transformation numérique qui avait commencé il y a quelques années, et la transformation écologique ou environnementale, Olivier Babot. Donc ça provoque quoi? Ça provoque des mutations dans les métiers et parfois des décalages entre les formations et les besoins des entreprises, et peut-être même aussi le degré de connaissance des candidats dans ces nouveaux métiers. C'est ce qui crée ce qu'on appelle théoriquement le chômage structurel, c'est-à-dire c'est un problème d'appariement. Vous n'avez pas les compétences en face des besoins à un moment donné. Et on est dans une économie où les besoins évoluent de plus en plus vite. Les compétences deviennent obsolètes de plus en plus rapidement, et donc les formations ont du mal à suivre. D'ailleurs, on voit à l'université, vous vous rendez compte, vous formez des gens, ils vont travailler dans une économie dont vous ne savez pas vraiment à quoi elle va ressembler, puisque dans 10 ans, personne ne sait exactement ce qui va ressembler. Donc, à quoi elle va ressembler, quelles sont les compétences. Donc d'ailleurs, vous essayez plutôt de les former à apprendre, à être extrêmement large. Mais la bonne nouvelle sur les chiffres de l'emploi montre que paradoxalement, là on aurait pu dire que la difficulté d'appariement était de plus en plus grande, on arrive à avoir une difficulté finalement qui se réduit plutôt. On a un chômage structurel qui était à 8%, on a l'impression qu'on est peut-être entre 5 et 7, on va voir. Disons qu'on est en train de tester le bas et c'est plutôt heureux. C'est plutôt une bonne surprise en fait. C'est-à-dire qu'on a un système de formation qui, évidemment pas parfait, on n'a pas toujours les formations en face, mais ça s'améliore quand même. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes très graves d'attractivité. Et à tous les métiers qu'on a cités, j'aimerais ajouter celui d'enseignant, dans le primaire et dans le secondaire. Le fait qu'il y ait moins de candidats que de postes offerts au concours, c'est un truc qui est sidérant et extrêmement inquiétant pour l'avenir. Les conditions de travail, les salaires derrière. Bien sûr. Après, c'est les questions, effectivement, hôtellerie-restauration, c'est les horaires. Mais moi, il me semble qu'il y a un point. L'agriculture. Mais il y a un point qui me semble important pour relier un peu les questions de qualité de l'emploi et l'enseignement, justement. C'est effectivement quelle économie on veut demain. Quel type d'emploi on veut demain, et je pense que pour ça les politiques décidées par le gouvernement par les gouvernements en général ont un rôle important. L'investissement dans la recherche, le développement dans l'université et l'enseignement, c'est évidemment hyper important. Pourquoi ? Parce que lorsque les entreprises réalisent que dans un pays il y a énormément d'ingénieurs et que il y a beaucoup de pôles de recherche, etc., elles ont tendance à venir s'installer et à développer ce type d'activité. Quelque part, la demande des entreprises sur le marché du travail va aussi répondre à l'offre. Donc, mais est-ce que, pardon d'ouvrir une parenthèse, est-ce que, je vous laisserai conclure après, mais est-ce que la France est plus attractive pour les grandes entreprises étrangères aujourd'hui qu'il y a, on va dire, 5 ans ou 10 ans? Alors, quand on regarde les enquêtes, oui, clairement, il y a une amélioration de l'attractivité de la France pour plusieurs raisons. Pour des raisons réglementaires, pour des raisons d'infrastructure, pour des raisons aussi de développement de pôles d'excellence ces dernières années. Ça on les a vus. Voilà, ça revient dans le sud de la France, dans le nord de la France, autour de Paris, à Saclay, etc. Ça a eu un rôle très important. Mais cette dynamique-là, je pense qu'il faut l'accélérer très clairement. Il faut l'amplifier parce que quelque part, les emplois de demain dépendent de ça. Les emplois dans 10 ans et dans 20 ans dépendent de cette dynamique-là. Et en fait, et pas seulement les emplois qualifiés. Pour reprendre ce que disait Pablo tout à l'heure. Alors, pas seulement les emplois qualifiés. Vous savez, quand vous allez dans la Silicon Valley, la Silicon Valley est l'endroit probablement où on paye le mieux les ingénieurs, notamment les ingénieurs en informatique, évidemment. Mais c'est aussi l'endroit où on paye le mieux les médecins, les avocats, mais c'est aussi l'endroit où on paye le mieux les restaurateurs, les serveurs. Quelque part, ce que je veux dire, c'est que la valeur ajoutée de ces secteurs en pointe
Ruisselle. Oui, mais pour le coup, là, elle ruisselle. Alors, c'est un terme un peu polémique, mais c'est pas la valeur ajoutée, c'est pas le ruissellement des milliardaires, c'est pas du tout le sujet. C'est le ruissellement de ce pôle de valeur ajoutée qui est énorme et ces emplois qui sont des emplois souvent de l'industrie high-tech ou des nouvelles technologies va ruisseler sur la qualité des emplois qui sont autour et qui servent. Vous savez, aujourd'hui, quand vous avez une usine, l'intéressant d'avoir une industrie aujourd'hui en France, c'est pas tellement... Enfin, les emplois dans l'industrie, dans les usines, c'est important, mais aujourd'hui, les usines qui vont revenir sur notre territoire, elles vont être essentiellement automatisées. Et d'ailleurs, les gens qui vont venir travailler dans ces usines seront des ouvriers très qualifiés parce qu'il faut maîtriser les robots et les diriger. Mais ce qui compte, c'est pas tellement l'emploi de ces usines, c'est tous les services qui sont autour. C'est pour ça que c'est très très important d'avoir aussi cette infrastructure manufacturière et de la conserver et de la maintenir. Et cette infrastructure manufacturière, elle va venir aussi s'il y a les pôles de recherche et de développement dans la robotique, dans la physique, etc., qui sont là. Je reprends la main avec cette question. Peut-on atteindre le plein emploi en France d'ici à la fin du quinquennat 2027 ? C'est évidemment un objectif du gouvernement. Et pour l'atteindre, en tout cas c'est l'argument qui est donné, il y a cette réforme de l'assurance chômage. Alors on va en parler d'abord avec Mathias Arez. Bienvenue Mathias, bonsoir à vous. Bonsoir. Donc cette réforme l'actualité de ces derniers jours nous a presque fait oublier que cette réforme existait. Et oui, une réforme peut faire de l'ombre à une autre réforme apparemment. Si on remonte un petit peu dans le temps, 21 novembre 2022, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, présente le projet de décret faire moduler les règles d'indemnisation selon la situation du marché du travail. Si la conjoncture est bonne, entendez que le chômage est inférieur à 9%, la durée d'indemnisation des chômeurs se réduit. 2 mécanismes de protection, toutefois, un minimum de 6 mois d'indemnisation garantie et un complément de fin de droit si l'état du marché s'est détérioré entre-temps. Dans le cas où la situation serait plus tendue, c'est-à-dire un chômage à plus de 9% ou une augmentation de 0,8 points en un trimestre, la durée d'indemnisation revient à la normale. Et donc c'est cette version du texte qui va rentrer en vigueur là, dans quelques jours, le 1er février. Oui, avec effet immédiat. Le chômage étant aux alentours de 7%, les bénéficiaires d'allocations verront la durée de leur indemnisation baisser de 25% du jour au lendemain. Exemple concret, je suis demandeur d'emploi, j'ai actuellement 24 mois de droit et avec les nouvelles règles, le 1er février, je n'aurai plus que 18 mois. Alors, je vous demande si c'est cette version du texte parce que le gouvernement voulait aller plus loin. Absolument, c'était la surprise du chef. À la veille de Noël, le gouvernement, sans en tenir informé les partenaires sociaux, a modifié sa copie. Un nouvel alinéa prévoyait qu'en cas de situation extrêmement favorable, moins de 6% de chômage, la durée d'indemnisation aurait été amputée de 40%. Des annonces qui ont crispé les partenaires sociaux, qui les ont même fait bondir. Résultat, le 3 janvier, c'est la reculade. Elisabeth Borne annonce le retrait de ce point, prétextant un manque de discussion. Merci Mathias. On va justement écouter Elisabeth Borne. C'était sur France Info. On prévoit de passer d'une indemnisation de 24 mois à 18 mois. En effet, l'hypothèse... On a voulu être transparent en affichant toutes les situations et les règles qui s'appliqueraient, y compris si le taux de chômage, ce qu'on souhaite évidemment, passe en dessous de 6%. Moi, j'entends que ce point n'a peut-être pas suffisamment fait l'objet de discussions, donc nous allons le retirer, ce troisième niveau du décret qui entrera en vigueur au 1er février, et nous remettrons ce sujet dans la concertation sur les futures règles de l'assurance chômage. Émilie Zapalski, on revient avec vous sur cette séquence. Cette annonce d'Elisabeth Borne n'a pas tout pacifié entre le gouvernement et les syndicats. Non, parce que le mauvais cadeau de Noël, il n'est pas passé. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce projet de décret, donc, qui a finalement été supprimé par le gouvernement en janvier, c'est passé très mal au sein des syndicats. Comme l'a expliqué Mathias, consiste à réduire de 40% la durée d'indemnisation des chômeurs si le chômage passait sous la barre des 6%, ce qui en plus est peut-être pas, on va peut-être pas y arriver, mais non seulement les syndicats n'ont pas été informés du dispositif, mais en plus, ils ont été mis devant le fait accompli et ils ont eu l'impression de revivre le même scénario que lors de la précédente réforme de l'assurance chômage en 2019. Une sorte de retour vers le futur des concertations autour de l'assurance chômage, on pourrait dire, puisqu'en 2019, le gouvernement leur avait déjà tendu une sorte de piège en leur demandant une économie de 4 milliards d'euros à réaliser et c'était mission impossible. Devant l'impuissance des syndicats et du patronat à se mettre d'accord sur cette mission, justement, qui était impossible, l'État avait repris la main pour dérouler ses propres règles en suspendant un moment la réforme à cause du Covid, mais en proposant ses propres règles.
du coup, lorsque le gouvernement a lancé en octobre 2022 les concertations, les partenaires sociaux, ils ont revécu la même chose. C'est-à-dire que finalement, ils ont compris que les enjeux de la discussion étaient déjà fermés. Les principes d'une modulation de l'indemnisation des demandeurs d'emploi en fonction de la conjoncture économique, le principe était déjà acté. Finalement, ils n'avaient la main que sur les modalités pour faire cette réduction d'indemnisation. Et ça leur a pas plu du tout. Ils ont vraiment vu qu'ils vivaient la même chose qu'en 2019, une feuille de route trop contraignante qui les empêchait de mettre leur grain de sel là-dedans. Et même la CFDT, pourtant le syndicat le plus réformiste, a été complètement opposé à cette nouvelle règle. Alors il faut dire que Laurent Berger, auparavant, avant qu'Emmanuel Macron arrive au gouvernement, il était plutôt habitué à donner le là des discussions. C'était plutôt lui qui allait dans le sens, ou en tout cas qui emmenait le gouvernement vers des décisions. Là, le président, Emmanuel Macron, il fait fi des corps intermédiaires. Il les renvoie plutôt à leur rôle, enfin en tout cas à la place qu'il estime la leur, c'est-à-dire dans les entreprises. Pour lui, c'est le politique qui compte avant tout. C'est ce message qui est assez clair. Mais alors si en 2019, et avec la crise Covid, la tempête s'était un peu calmée, puisque la réforme avait été suspendue, et quand elle a été reprise, on avait calmé les esprits, ces dernières entourloupes autour de la réforme de l'assurance chômage, et surtout autour de ce projet de décret, eh bien ça a été comme les dernières gouttes d'eau qui ont fait déborder le vase juste avant l'annonce de la réforme des retraites, la mère des réformes. Donc ça a provoqué un front syndical uni, on le voit bien, ce qui s'est passé après la mobilisation. Ça a contaminé l'opinion publique qui est de plus en plus opposée à la réforme des retraites. On voit dans les derniers sondages. Alors il faut voir si les actions qui sont engagées ça et là pour maintenir la pression sur le gouvernement seront toujours du goût de tous les syndicats. Parce que c'est vrai qu'on entend parler d'opérations type Robin des Bois. On donne des tarifs réduits par exemple aux boulangers qui souffrent de leur facture énergétique. On réduit ou on rend gratuite l'électricité pour les hôpitaux, pour les écoles, pour les crèches. Mais peut-être qu'au fil du temps, ça risque de déplaire à certains syndicats. On sait notamment que c'est pas tellement la culture de la CFDT. Effectivement, merci Émilie. Pablo Piovivien, cette réforme de l'assurance chômage, on va essayer de la décortiquer ensemble. Déjà, politiquement, c'est intéressant parce qu'elle est portée par deux personnalités venues de la gauche, Elisabeth Borne et Olivier Dussopt. Mais si. Oui. Alors peut-être du centre-gauche. Est-ce qu'elle est d'inspiration libérale pour autant, cette réforme ? Elle est totalement d'inspiration libérale. Et moi, je vais vous dire, elle est même particulièrement cruelle. D'ailleurs, au même titre que la réforme des retraites. Et il y a un député Renaissance du Loiret qui a hier sur France Bleu a mis les deux en parallèle en fait. Moi, honnêtement, dire aux gens, et en plus j'ai entendu les arguments de la team Renaissance, de la team macroniste, en gros expliquer que mais vous comprenez, il y a des gens qui se gavent sur le chômage, qui utilisent ça pour leur période entre deux boulots, pour prendre des vacances, etc. Mais en fait, lorsque j'entends ce type d'argument, je me dis que leur environnement à ces gens qui défendent cette réforme de cette façon-là, c'est des gens qui doivent gagner 10 000 balles par mois. Et donc, du coup, qui ont un chômage qui est très important. Parce que lorsque vous êtes au SMIC ou lorsque vous êtes à peine au-dessus du SMIC et que vous êtes au chômage, que vous êtes licencié, et votre chômage, c'est peau de chagrin. C'est-à-dire que vous pouvez à peine vivre avec votre chômage. Parfois, vous êtes en dessous du seuil de pauvreté, qui est aujourd'hui de 1 100 € en France. Donc, pour ces gens-là, la réduction en fait de l'indemnité et du temps pendant lequel est allouée cette indemnité. Alors c'est ça moi qui m'intéresse, la réduction du temps de l'indemnité, parce que est-ce que ça peut-être être un levier d'efficacité ? Mais un levier d'efficacité, pourquoi ? En fait, pour des gens qui déjà vont avoir un chômage, je sais pas moi, par exemple de 1 000 € par mois, et ces gens, vous croyez qu'ils donnent pas tout ce qu'ils peuvent pour essayer de trouver un travail ? Il y a des dizaines en fait de reportages dans les médias, notamment de seniors qui cherchent un boulot et qui disent non mais vous faites comme ça, mais ces gens-là, ils cherchent un travail. Je fais comme ça, pourquoi ? Parce qu'on est en même temps dans une période où, on l'a dit dans le débat, et on a expliqué pourquoi, mais il y a aussi tellement de recruteurs qui peinent à trouver des candidats. Donc, bon. Mais en fait, au bout d'un moment, d'accord, vous allez nous dire parce que c'est pas bien payé, ce qui est souvent vrai, parce que l'emploi n'a pas de sens, ce qui est souvent vrai aussi, mais bon, voilà. Mais le problème, moi, en fait, ce que je dis, c'est qu'on met dans une situation de précarité extrême, voire de pauvreté extrême, toute une partie de la population qui cherche un travail. On ne peut pas dire en fait que ces gens ne font rien, que ces gens sont des fainéants ou que sais-je.
peut-être que ceux qui ont un chômage à je sais pas combien de milliers d'euros, eux, et qui ont des capitaux et je sais pas quoi, et un appartement payé, peut-être que pour eux, effectivement, cette réforme va les mettre au boulot. Mais c'est les seuls. J'entends vos arguments. Je voudrais maintenant donner la parole à nos deux autres invités. Peut-être Olivier Babot pour commencer. Est-ce que c'est... je rappelle le principe. On réduit la durée d'indemnisation quand le chômage baisse et puis on la renforce quand il remonte. Est-ce que... On pourrait aussi se dire c'est du bon sens. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, sur ce sujet, qui est effectivement un sujet difficile, il faut essayer de garder raison. Raison garder, n'est-ce pas ? Le principe me paraît un principe relativement sain. Bon. Il y a en effet des situations qui sont hétérogènes derrière le principe sain. C'est vrai. Il y a des gens qui, par exemple pour les seniors, du fait d'une culture qui fait qu'à partir de 45 ans, n'est-ce pas 45 ans, on vous considère comme étant un senior en entreprise. On vous propose plus de plan de formation. C'est étonnant, bien sûr, évidemment. Alors, il faut garder de la caricature de dire les chômeurs le sont par choix. C'est probablement peut-être une infime minorité de gens qui le seraient par choix. En revanche, ce qu'on sait, c'est que l'incitation aussi marche, qu'on continue à avoir le système le plus généreux du monde. Vraiment. C'est-à-dire que notre système continue, même après la réforme, à être parmi les plus généreux, si ce n'est le plus généreux en durée, en montant, etc. D'ailleurs, je crois bien qu'il y a pour les hautes pensions, enfin pour les hautes indemnisations, dans la réforme, une baisse, une dégressivité qui est décidée, évidemment, qui ne touche pas les plus basses pensions, ce qui est quand même une façon de mettre les plus riches peut-être à contribution, peut-être ceux qui gagnent 10 000 euros et qui tout d'un coup sont évidemment au chômage et en profitent. Donc, ce qu'on sait aussi, c'est que quand vous baissez la durée de l'indemnisation, vous avez des gens qui retrouvent plus facilement du travail. L'incitation marche quand même un petit peu, et c'est pas absurde, le principe paraît pas complètement stupide de dire, bon, quand le marché du travail est moins difficile, les règles vont un petit peu changer, quand il est plus dur, on vous protège beaucoup plus, c'est une façon d'essayer de ménager quand même, je trouve, la chèvre et le chou. Stéphane Carcillo, si on essaye de peut-être se poser sur la réalité du marché du travail, est-ce que les chômeurs de longue durée retrouvent forcément des emplois plus stables ou mieux rémunérés? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, la question, c'est est-ce qu'on indemnise 24 mois ou, à partir du 1er février, 18 mois seulement? Est-ce que le fait d'être un chômeur de longue durée vous rapproche d'un emploi stable, par exemple, ou pas, d'ailleurs? Là, dans ce domaine, je pense ce qu'il faut regarder, c'est les études empiriques sur le sujet qui ont étudié le comportement des demandeurs d'emploi en fonction de la durée d'indemnisation maximale. Il y a plusieurs études qui ont été réalisées concernant la France, qui parlaient probablement les meilleurs chercheurs au monde sur ce sujet, parce que la France a d'excellentes données. Et notamment, il y a une étude de Ioana Marinescu et Daphne Scandalis qui était donnée sur environ 400 000 demandeurs d'emploi suivis entre 2013 et 2017, si je me souviens bien. Bon, donc c'est du sérieux. Alors là, vous nous faites un teaser, on veut les résultats. C'est du très sérieux. Résultats. Et ce qui est très intéressant dans cette donnée, c'est que ce soit des personnes qui avaient droit à 6 mois d'indemnisation, à 12 mois, à 18 mois ou à 24 mois, ces personnes se mettent à chercher dans les 2 mois qui précèdent la fin de leur indemnisation. C'est-à-dire que ces 2 chercheuses sont allées regarder le nombre de candidatures sur le site de Pôle emploi. Et elles ont vu une multiplication juste avant. Et donc, cette multiplication, elle se traduit par une augmentation, un saut soudain de la transition vers l'emploi. D'accord ? Donc, les gens cherchent et ça paye. Et ça paye particulièrement lorsque l'économie va bien. Donc évidemment, quand l'économie va mal, en Covid, vous postiez des CV, ça ne donnait rien. En ce moment, et juste avant justement la période du Covid, l'économie était quand même assez dynamique. Les taux de sortie étaient très importants. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Si on réduit la durée d'indemnisation, il y a des gens qui vont chercher plus tôt. Donc ça veut dire que il ne s'agit pas de dire c'est de la faute des chômeurs qui sont des feignants qui cherchent pas, etc. Tous les gens réagissent de manière rationnelle, les demandeurs d'emploi aussi. Certains probablement mettent, alors que l'économie va bien, un peu plus de temps que ce qu'ils devraient pour chercher. Le raccourcissement de 24 à 18 mois va les faire chercher plus tôt, et du coup va les faire sortir du chômage plus tôt, et a tendance, lorsque l'économie va bien, en moyenne, et ça aussi en moyenne, à accélérer la sortie du chômage. Maintenant, il y a des situations très hétérogènes. Et évidemment, donc en fait... Je vous redonne la parole, mais Pablo veut intervenir. J'ai juste une question. C'est une personne qui a 6 mois de chômage. Est-ce qu'elle a... Du coup, elle a moins de temps pour chercher un emploi. Est-ce qu'elle trouve un emploi qui est moins ce qu'elle voulait qu'une personne qui aura 24 mois pour le trouver? Alors, cette question-là, c'est la question de la qualité des emplois qui sont repris. Elle est très importante. Il y a une autre étude
qui a été réalisé par Thomas Le Barbanchon, qui a été publié aussi en 2020 ou 2021, qui a suivi les demandeurs d'emploi relativement peu qualifiés lors d'une réforme qui avait fait passer la durée maximale d'indemnisation pour ces personnes peu rémunérées et qui n'avaient pas beaucoup travaillé, donc des gens relativement peu qualifiés, de 7 mois à 15 mois. C'était une réforme des années 2000. Et il s'est dit, est-ce que passer à 15 mois, ça a amélioré le salaire et ça a amélioré la qualité des emplois retrouvés en termes, par exemple, de durée du contrat. Et là aussi, très très bonne étude, des centaines de milliers d'observations, etc. Et il s'est rendu compte que le passage de 7 mois à 15 mois n'avait pas amélioré la qualité des emplois réduits. Ça avait en revanche mis dans le temps, finalement reporté dans le temps la sortie du chômage. Attention, ça ne veut pas dire que si on donnait 6 mois à tout le monde, d'un coup, ça n'aurait pas une détérioration de la qualité des emplois. Parce qu'on sait très très bien tous qu'il faut un minimum de temps pour trouver un emploi. D'accord ? Et on sait aussi que pour certaines personnes qui n'ont pas de qualification ou qui ont des freins à l'emploi qui n'ont rien à voir avec le monétaire, des problèmes de garde, des problèmes Là, on peut faire ce qu'on veut avec l'indemnisation, ça ne changera rien, il faut leur apporter une autre solution. Mais cela étant toutes choses égales par ailleurs, c'est vrai que dès lors que l'économie va bien, d'accord, on a des marges de manœuvre entre 24 mois et 6 mois. Peut-être qu'il ne faut certainement pas donner 6 mois à tout le monde, mais passer à 18 mois lorsque l'économie va bien, en comparaison internationale, comme l'avait dit Olivier, ça semble vraiment raisonnable. Bon, alors, intéressante intervention, effectivement, est basée sur 2 études qui sont des études complètes. Mais est-ce que, finalement, ces leçons, elles ne sont pas un peu balayées, Olivier Babot, par notre rapport collectif au travail ? Ah, mais ça, c'est une question passionnante. Et je trouve que le débat des retraites a au moins un avantage, toute chose malheur est bon, qu'au moins on repose cette question du travail. Alors moi, je publie un livre qui s'appelle La tyrannie du divertissement, qui, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas un appel pour qu'on travaille plus. Ça n'est pas un éloge du travail ou quelque chose qui se désole du loisir. Au contraire, je me réjouis. Je pense que... apprenons à utiliser notre temps libre. Mon argument, c'est on s'est pas rendu compte, on a refermé une parenthèse qui avait commencé avec le néolithique, où on a perdu collectivement, enfin les gens qui n'ont pas la chance de faire partie d'une élite qui ne travaillait pas, parce qu'il y en a toujours eu depuis le néolithique, mais on referme une parenthèse, on est revenu dans des civilisations un petit peu proches des civilisations premières, n'est-ce pas, qui sont les civilisations du loisir, où en fait on bosse extrêmement peu dans la vie et dans la journée. Et donc quelque part, je m'en réjouis. Grâce à la productivité, les machines font beaucoup de choses à notre place. La seule chose que je dis, c'est qu'il y a plein de façons d'occuper notre loisir et que c'est Friedman, vous savez, qui avait écrit dans les années 70, a écrit Le travail en miettes, où il parlait évidemment du problème du travail taylorien qui déshumanisait. Et il montrait qu'à un travail déshumanisé correspondait à un loisir déshumanisé aussi, un loisir que j'appelle moi de divertissement, parce qu'on n'a pas l'énergie d'avoir un loisir de construction de soi. Donc, ce que je dis, moi, c'est que on doit faire attention parce que les inégalités sociales aujourd'hui se construisaient hier dans le travail et elles se construisent en fait aujourd'hui dans le loisir. Le droit à la paresse, tiens, je vous pose cette question, Pablo Piovivien. C'est un thème qui a été porté par plusieurs voix à gauche, notamment au sein de la NUP. Est-ce que vous entendez cet argument dans un contexte comme celui-là ? Moi, je pense qu'il faut faire attention au contresens. Le droit à la paresse au 19e siècle, c'était pas tout à fait le même que la façon dont aujourd'hui on l'utilise. Moi, je pense, pour répondre à votre question et par rapport à ce que vient de dire Olivier, que aujourd'hui on met une énorme discontinuité en fait entre le temps de travail et les loisirs, en fait, ce qui ne serait pas du travail. Il faut faire attention à ça. On imagine que par exemple les retraités s'arrêtent du jour au lendemain de travailler. Ce n'est pas le cas. Ils s'investissent par exemple dans des associations de façon bénévole. Dans les associations, il y a un tiers des bénévoles d'associations qui sont des retraités. Donc en fait, c'est comme une prolongation en fait de leur travail. Ils gardent les enfants. On en a beaucoup parlé sur les plateaux. De la même façon, les gens, lorsque le soir ils pointent et qu'ils quittent leur boulot, après ils vont peut-être garder leurs enfants, ils vont faire les cours, ils vont faire à manger. Et tout ça, à mon avis, c'est les communistes des années 50 et des années 40, notamment je pense à Ambroise Croizat, en fait ne mettaient pas de limite en fait à ce que c'était que le travail. C'est-à-dire que pour lui, on travaillait à tous les âges de la vie. Pas seulement au bureau ou à l'usine. Exactement. Et du coup, ce qu'on appelle aujourd'hui les aides sociales, il appelait ça aussi un revenu du travail. C'est juste un revenu du travail qui est un peu différent. Et moi, je suis de ceux qui pensent que on devrait... on parle sans arrêt de réduire le temps de travail. Exactement, réduire le temps de travail, c'est très bien et j'y suis tout à fait favorable, mais ça ne veut pas dire qu'on réduit le temps de travail dit tripalium, en fait, qui ne serait que de la douleur. Il faut aussi voir ce qu'on fait, en fait, pendant les 32 heures ou les 28 heures, si on est pour les 28 heures par semaine, ce qu'on fait pendant ces 28 heures, je pense que c'est aussi important que de le réduire. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat qui était passionnant. Je rappelle, Olivier Babot, le
titre de votre livre, La tyrannie du divertissement, qui est donc à paraître jeudi prochain aux éditions Buchet-Chastel. Et ça m'offre une transition parce que vous parlez notamment de l'intelligence artificielle dans ce livre. C'est le thème de notre second débat.